Monsieur Olaf Mercier, merci de nous recevoir. Mais bonjour. Vous travaillez à l'hôpital Marie-Lannemand au Plessis-Robinson et vous êtes chirurgien expérimenté en oncologie thoracique et transplantation pulmonaire. Vous êtes aussi professeur chirurgien thoracique à l'université Paris-Saclay, impliqué dans des programmes de bioingénierie de l'université Paris-Saclay et de l'Institut Polytechnique. Et vous avez été directeur d'unité de recherche et directeur scientifique de la Société française de chirurgie thoracique. Est-ce que déjà vous pouvez nous dire pourquoi ce domaine-là? Pourquoi le poumon? Et ça veut dire quoi exactement ontologie thoracique? Oncologie. Oncologie thoracique, pardon. Ça, c'est le traitement des cancers du poumon. Donc, c'est une partie de mon activité. En réalité, je m'intéresse à tout ce qui se passe dans le thorax, c'est entre le cou là, et l'abdomen. Et donc, certes, je suis chirurgien transplanteur, donc je transplante les poumons et le bloc cœur-poumon aussi. Mais aussi, j'ai une activité où je traite de maladies pulmonaires comme le cancer, les maladies des voies aériennes, des maladies vasculaires pulmonaires aussi, où je traite en général, sur le plan chirurgical, des maladies du poumon. Pas que la transplantation, des maladies qu'on peut guérir sans transplantation avec des traitements chirurgicaux. D'accord. Voilà, et donc c'est pour ça que ma spécialité, en fait, elle touche à la respiration et au poumon. Et pourquoi j'ai fait ça? Ça, c'est votre question. Ouais, la raison de ce domaine-là en particulier. Alors, pourquoi j'ai choisi le poumon et la chirurgie thoracique? C'est une histoire de rencontre au cours de ma formation, où je suis passé à l'hôpital Marie-Lannemand en tant qu'interne, que jeune chirurgien en devenir. Et la manière, dans cet hôpital, la manière dont on prenait en charge des patients et on prenait en charge des maladies complexes, on était obligé d'inventer ou de rechercher ou de réfléchir à des solutions qu'on pouvait mettre en place et aussi pouvoir accéder à un large panel de traitements de la chirurgie usuelle jusqu'au remplacement de l'organe par de la transplantation. Ce large éventail de solutions m'a beaucoup attiré. Et donc c'est comme ça que je suis resté à Marie-Lannemand, je me suis formé et que je suis resté pour faire toutes ces innovations et être transplanteur. C'était important pour moi. D'accord. Alors ça m'amène du coup 3 questions, mais la première que j'ai envie de vous poser, c'est vous avez fait beaucoup de premières, donc notamment un premier remplacement complet sternal, premier remplacement trachéal total et la première transplantation pulmonaire française Je crois. Alors c'est pas que moi, hein, c'est toute l'équipe. Ouais. En fait, c'est un travail d'équipe et c'est aussi ça qui m'a fait craquer pour Marie-Lannemand, c'est que c'est vraiment un ensemble de personnes, pas seulement chirurgiens, pas seulement médecins, c'est vraiment toute l'équipe de A jusqu'à Z, avec un seul but, faire en sorte que le malade aille mieux et puisse respirer normalement. D'accord. Et ça, donc toutes ces premières, c'est un peu la marque de fabrique de cet hôpital et tout le monde y participe et c'est comme ça qu'on y arrive. Donc oui, les premières que vous avez citées, c'est une petite partie de l'ensemble des premières qu'on a eues à Marie-Lannemand. Et donc le donneur m'a séché un certain type de donneurs d'organes. Okay. Il y a des donneurs en mort encéphalique et il y a des donneurs en mort par arrêt cardiaque. Et donc le Maastricht 3 sont des donneurs après mort par arrêt cardiaque. Ok. Voilà. Et donc ça, on a commencé en 2016. Parce qu'historiquement, le don d'organes provenait de donneurs en mort encéphalique. Donc on a toujours des donneurs en mort encéphalique, ça ne bouge pas. Mais on a rajouté en plus la possibilité de prélever des donneurs décédés après arrêt cardiaque, ce qui, in fine, nous permet d'augmenter le don qui nous fait défaut en réalité. Il faut savoir à peu près qu'en France, on peut transplanter la moitié des patients qui, au niveau du poumon, qui pourraient recevoir un greffon. Donc on est toujours à la recherche de solutions. Comment faire pour pouvoir offrir au plus grand nombre cette transplantation. D'accord. Donc ça, c'était un premier pas, 2016, d'augmenter le nombre d'organes à transplanter en fait. Puisque le don, c'est vraiment l'essence même de la transplantation. Sans don, on ne peut rien transplanter. Donc c'est un acte important. C'est un acte qui impacte certes le patient, mais qui n'est plus là. Donc surtout l'entourage, la famille, qui doivent se faire le relais de sa parole et pas le relais de leur propre parole.
Et dans ces moments-là où on perd un proche, c'est difficile, mais il faut essayer de se mettre à sa place et pas rester à notre place. C'est pour ça que c'est toujours plus facile d'en parler de son vivant, avec ses proches, avec son entourage, en famille, essayer de débattre, essayer de défendre son point de vue, pour que si un jour ça arrive, votre entourage puisse dire oui, c'est ça qu'il aurait aimé. Même si ce n'est pas votre décision préférée à vous, vous pourrez défendre que c'était la sienne. Ok, génial. C'est exactement la question que j'aurais posée sur la sensibilisation et pourquoi c'était important de continuer à sensibiliser. Du coup, je peux enchaîner directement sur une question sur, on va dire, la recherche. Et j'ai cru comprendre que ce que vous aimiez, du coup, c'était le défi et le travail en équipe. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des avancées, des programmes de recherche que vous avez? Oui. Vous en avez un notamment sur cœur-poumon. Comment s'articulent vos différents projets et est-ce que vous avez un exemple d'avancée récente? Bien sûr. Donc le projet, le projet sur la transplantation est centré sur deux problématiques qu'on a aujourd'hui. La première, c'est l'accès à la greffe. Comment faire en sorte qu'on ait plus de possibilités de greffer les patients. Donc ça, c'est préserver mieux les greffons pulmonaires. C'est peut-être pouvoir les réparer. C'est-à-dire ceux qu'on ne peut pas transplanter parce qu'ils sont endommagés, mais pourquoi on ne trouverait pas des moyens de les prendre quand même et de les réparer, voire peut-être de les optimiser, de les rendre résistants à certaines infections, par exemple, etc. Donc ça, c'est une voie de recherche, c'est comment je fais pour réparer les poumons, pour les rendre meilleurs, pour pouvoir les transplanter. Donc tous ces greffons qu'on ne transplante pas, il faut savoir que sur 10 donneurs, on est capable de prendre les poumons que sur 3. Donc les 7 qu'on ne prend pas, est-ce qu'à l'avenir, on peut trouver des moyens de les prendre quand même, de les améliorer, de les réparer, de les rendre meilleurs et de les rendre transplantables et du coup de les utiliser, ce qui de facto limiterait notre carence en greffon. Parce que ça, c'est la première voie de recherche. Ok, l'attente en moyenne, c'est plusieurs années? Alors ça dépend. On n'a pas une longue attente puisqu'on sélectionne les patients sur leur maladie, leur capacité à recevoir cette transplantation, leur capacité à en profiter aussi, c'est-à-dire à pouvoir traverser l'acte de la transplantation, qui est un acte assez lourd, chirurgical, et après profiter du greffon pour retrouver une vie normale, dite normale, malgré les médicaments, malgré tout ça. Le poumon, la greffe de poumon, c'est une greffe difficile, puisque c'est vraiment le centre, la respiration, le centre névralgique. Et c'est un organe qui a un accès direct à l'extérieur, puisqu'on respire de l'air non stérile. Donc c'est un organe qui doit faire la part des choses et qui doit trier ce qui est bon pour nous, ce qui n'est pas bon, et il doit lutter contre ce qui n'est pas bon. L'inconvénient, c'est que pour la greffe, on est obligé de donner des médicaments qui luttent contre le rejet. Donc tous les systèmes de défense, on va un peu les minimiser par ces rejets, et donc les patients sont plus fragiles aux infections, sont plus fragiles à ce qu'ils respirent. Et donc c'est un peu une transplantation qui est un challenge en termes de longévité, en termes de durée, en termes de prise en charge médicale. Voilà. Et donc cette première voie de recherche, c'est d'essayer d'améliorer ça. D'améliorer leur tolérance, de les optimiser, de les rendre résistants à l'infection, de les réparer. Et tout ça, je pense que ça vient du développement de la médecine de perfusion. C'est-à-dire qu'on arrive à perfuser ces organes en dehors du corps pour un petit moment sur une machine et qu'on puisse à l'extérieur les réparer. Comme un garagiste réparer une voiture, nous on serait des garagistes de poumons et on les rendrait neufs. Et justement, vu que c'est quelque chose qui est encore à faire, qui se développe, à développer, comment, quelque part, on apprend ça? Comment vous avez appris les premières fois à transplanter? C'est pas quelque chose où on a droit à l'erreur, quelque part. Alors, vous parlez de l'acte de transplantation. Comment on a appris? Alors après, ça, c'est l'apprentissage de toute chirurgie. C'est un accompagnement, un compagnonnage. J'ai appris grâce à mes aînés qui m'ont entouré, appris la transplantation à Mariannelongue. Elle a débuté en 1986, bien avant que j'arrive. Donc quand je suis arrivé, j'ai déjà appris de l'histoire de la transplantation de Mariannelongue et de l'histoire générale aussi, puisqu'on apprend dans les livres,
on apprend dans les publications scientifiques, on apprend en voyageant aussi. J'ai passé 1 an à Toronto pour aussi voir comment il faisait ça, le berceau de la transplantation pulmonaire. Et donc on revient ici avec toute cette expérience accumulée, et puis on commence sa propre expérience aussi. Ok. Voilà. Est-ce que vous pourriez nous raconter une journée, je sais qu'il n'y a pas de journée type, mais comment s'articulent vos journées et les problématiques que vous pouvez rencontrer par rapport à votre domaine? À la transplantation en général? À votre domaine en général. La journée type, c'est qu'il faut faire des consultations, il faut s'occuper des patients qu'on a opérés, donc il faut s'occuper des patients qu'on va opérer, s'occuper des patients qu'on a opérés, et puis opérer les patients. Ensuite faire de la recherche et enseigner, puisqu'il faut faire en sorte que les savoirs qu'on soit... oui, parce qu'on ne va pas tout emporter avec nous. Ouais. Il faut que ça se poursuive. Et donc il y a les plus jeunes qui sont avec nous aussi et qui apprennent comme moi j'ai appris à le faire. Ça c'est très important. Donc c'est par étapes. On apprend à prélever, on apprend à évaluer un poumon, on apprend à le voir, à voir comment il fonctionne, à voir ensuite comment le transplanter, comment faire en sorte que ça se passe bien, comment gérer la suite de la transplantation, etc. Ouais. Justement, pour la suite de la transplantation, vous m'avez parlé du coup de la personne qui se remet en mouvement. Est-ce que vous pouvez nous toucher un mot sur le protocole de réhabilitation précoce? Oui, alors ça c'est depuis plusieurs décennies, on a appris qu'en chirurgie, quand on opérait des patients, il fallait une reprise précoce de la fonction pour qu'il y ait moins de complications et qu'il y ait une meilleure tolérance à un impact moins important de la chirurgie. Okay. Mais pour la transplantation, c'est difficile de l'appliquer, c'est tellement complexe, pulmonaire, transplantation pulmonaire, c'est tellement complexe, avec un séjour en réanimation plus ou moins prolongé, que c'est complexe à appliquer comme une lobectomie ou une petite résection du poumon, etc. En revanche, on a appris de ça, c'est-à-dire comment on place les drains, comment on peut les enlever, peut-être un peu plus précocement si ça se passe bien. Et je pense qu'ils en profitent aussi. Ils profitent aussi de l'encadrement post-opératoire avec plus la possibilité de se lever précocement, de s'asseoir, de bouger, de marcher, de se faire aider avec les kinésithérapeutes à marcher, à aussi réapprendre à respirer puisqu'on réimplante des poumons qui sont dénervés. Et donc, il faut penser à tousser, cracher, drainer ses bronches, parce qu'on ne le sent pas qu'on s'encombre, puisque les poumons n'ont pas repris une innervation comme nos propres poumons. Donc, ils ne sentent pas qu'ils s'encombrent. Ils sont obligés d'avoir une démarche active. Et c'est pour ça qu'il faut arriver à la transplantation pulmonaire en bonne forme physique, avec des muscles, avec des bons muscles respiratoires qui vont permettre justement de respirer. Et de faire en sorte que le poumon ne s'obstrue pas et fonctionne correctement. D'accord. Voilà, donc je dirais, c'est pas une réhabilitation accélérée comme on peut voir dans l'autre partie de la chirurgie en transplantation, parce que c'est complexe et c'est prolongé. C'est 3 semaines d'hospitalisation, il faut attendre la tolérance des anti-rejets, etc. Est-ce qu'on fait de la réhabilitation en transplantation pulmonaire? Je dirais pas directement, c'est une intervention très complexe. En revanche, on a appris de la réhabilitation précoce qu'on applique dans les autres chirurgies pulmonaires, notamment des résections pulmonaires, des lobectomies. Et on sait que aider un patient à se lever précocement, à s'asseoir, à marcher, les apprendre de nouveau à respirer, réapprendre à respirer, ça améliore les résultats. Et donc on le fait. Donc on se plaît à dire que oui, ça peut accélérer la récupération et puis quand c'est possible, quand il n'y a pas d'autres problématiques après la transplantation, oui, c'est quelque chose d'important. Est-ce que vous sauriez me donner un chiffre du nombre de personnes par an qui ont besoin d'une transplantation? Alors de mémoire, ça peut varier tout ça, mais je crois que c'est 800. 800? En France, hein? Oui. Oui. Et comment... Alors, question peut-être un peu bateau, mais comment... Ça, c'est après une sélection drastique, parce que
Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les personnes qui sont en insuffisance respiratoire ne peuvent pas avoir de transplantation pulmonaire. Parce qu'il y a d'autres maladies avec, parce qu'ils sont peut-être trop âgés, parce qu'ils ne pourraient pas résister à cette intervention. D'accord. Et donc c'est un faible nombre qui peut avoir accès à la greffe aujourd'hui. Ce n'est pas tous les insuffisants respiratoires ou atteints de maladies pulmonaires terminales qui peuvent avoir accès. Il y a une phase de sélection par déjà les médecins qui s'occupent d'eux, puis après par les équipes de greffe qui vont faire un bilan et qui vont décider en réunion multidisciplinaire avec plusieurs médecins si oui ou non c'est raisonnable avec un taux de succès important de transplanter. Et quel genre de complications peuvent amener à avoir besoin d'une transplantation du poumon? Autrement dit, comment prendre soin de ses poumons pour ne pas en avoir besoin? Alors déjà, malheureusement, on ne choisit pas ces maladies. Et la plupart du temps, les patients sont malades du poumon et ils ne l'ont pas choisi ou n'ont pas... voilà. Maintenant, il y a d'autres... il y a des pathologies qui sont induites, mais on va dire, c'est pas... donc fumer, c'est pas la majorité Alors, du... C'est pas mal, ça représente un certain nombre. Ce qui représente un gros nombre, oui, c'est fumer. C'est aussi la fibrose pulmonaire. Donc c'est les poumons qui sont le siège de fibrose à l'intérieur. Ils se fibrosent, ils se rétractent, ils s'atrophient et ils ne fonctionnent pas. Ce qu'on appelle la maladie de fibrose pulmonaire. Il y en a différentes sortes. D'accord. Et la plus grande sorte, c'est l'idiopathique, c'est-à-dire on ne sait pas d'où ça vient. D'accord, donc c'est... Alors c'est peut-être, ça vient forcément, certainement de ce qu'on respire, comment on vit, etc. C'est très multifactoriel. D'accord. Le tabac, oui, ça s'appelle la bronchite chronique obstructive liée au tabac. Ça peut, oui, mener à la transplantation. Mais encore une fois, le tabac peut atteindre plusieurs organes et ça peut être un frein à l'accès à la transplantation, donc faire attention. Donc oui, je dirais, les règles de vie, on les connaît pour vivre plus longtemps et donc se passer de transplantation pulmonaire ou autre, c'est bouger, faire du sport, manger correctement, ne pas fumer, avoir une vie saine, je dirais, le plus saine possible. Donc ça c'est pour avant, et justement après pour mieux reprendre, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez connu Transform par exemple? Alors c'est très simple, j'ai connu Transform par 2 canaux. Le premier, c'est que on a transplanté à Marie-Lalonde une patiente qui s'est investie dans Transform et qui m'a dit un jour en sortie de en sortie de consultation, je trouve ça dommage que mon hôpital, donc elle parlait de nous, l'hôpital qui m'a transplanté, ne soit pas présent à la course du cœur. Alors je me suis un peu intéressé à la question du coup, et qu'est-ce que c'est la course du cœur? Je me suis dit, effectivement c'est totalement évident, je ne comprenais pas pourquoi on y participait pas. Et c'est notre première participation, il y a maintenant près de 5 ans, et depuis chaque année on y participe. Ça c'était le premier canal. Le deuxième canal, c'est que ça fait participer des hôpitaux autour de nous, la Pitié-Salpêtrière ou d'autres hôpitaux qui en parlaient. Et puis la communication aussi, on voyait tout ça. D'accord. Mais vraiment, ce qui nous a vraiment, en tout cas, ce qui m'a vraiment motivé, c'était cette patiente. Et donc, du coup, c'est pour tous les autres. Et puis, faire quelque chose en faveur du don, comme je vous l'ai décrit, pour nous et pour les malades, c'est très important. Et puis, en plus, ça nous fait du sport. C'est absolument fantastique. D'accord, super. Je crois qu'on a un peu fait le tour de mes questions. J'ai une dernière que je vais vous poser, c'est un peu carte blanche. Est-ce que vous avez un truc en plus à dire, dans le sens où cette vidéo, autant il faut qu'elle me serve, qu'elle serve à Transform, il faut aussi qu'elle vous serve. Donc est-ce que, je sais pas, vous voulez nous parler de vos objectifs, un truc que vous voulez ajouter peut-être? Il y aura plein de trucs. Hein. Allez-y, moi tant que vous avez du temps, moi j'ai du temps. Si je devais en choisir un, c'est, je trouve ça beau d'arriver à faire quelque chose ensemble pour sauver une personne.
quand je dis ensemble, c'est le donneur, les équipes, le receveur aussi qui donne tout pour que ça marche, etc. Et je trouve que c'est en cette période où on se regarde, en général, il y a beaucoup une espèce d'ambiance de repli sur soi. C'est un bon exemple de l'inverse total en fait. Et je trouve que c'est beau et ça marche. Et rien n'est plus beau que de voir un patient aller bien alors qu'il était aux portes de la mort pour une maladie qui lui laissait pas de chance en fait. Voilà, et c'est la plus belle des récompenses, quoi. Et c'est ce qui fait qu'il faut toujours continuer, il faut qu'on s'améliore, hein. C'est pas tout rose, hein. C'est pas on change les poumons et tout va bien, hein. Ouais, oui, il y a une continuité. Donc il faut qu'on continue à s'améliorer et c'est ça qui est aussi très stimulant, c'est qu'on a des choses à faire pour se faire encore mieux. Et donc c'est ça qui est stimulant. Ok, donc il y a la stimulation. Et comment vous gérez quelque part la pression de la transplantation ou la pression du bloc opératoire? Parce que contrairement à un garagiste, c'est quand même un métier où vous opérez alors que le moteur est allumé. Enfin, alors ça j'ai du mal à l'expliquer, mais... parce que vous semblez très posé. Ouais, j'ai du mal à l'expliquer, je sais pas pourquoi. D'accord. Mais je sais pas. Soit on est entraîné, soit on a toujours voulu faire ça. Alors après, ce qui fait avancer, c'est nos succès et c'est aussi de se dire que les échecs, on les a analysés et c'est pas pour rien. Ouais, c'est de l'amélioration. Voilà, et que derrière, il faut qu'on propose quelque chose pour que ça n'arrive plus jamais. Et c'est ça, je pense, qui fait que à force, on avance et le fait d'avancer, ça rend tranquille. Ça rend serein parce qu'on sait qu'on fait quelque chose. Et que d'où on est parti, chacun amène la pierre à l'édifice, qui fait que dans tous les cas, on avance. Et au fur et à mesure des années, on n'est pas au même niveau. Ça, c'est bien. Après, la pression sur le moment, on donne tout, hein, mais je pense que c'est comme tout le métier, j'imagine. On a un objectif, on se donne tout pour l'atteindre. Est-ce qu'on a le trac? Oui, juste avant de commencer, au moment où on le fait, il n'y a plus de place à ça. Est-ce qu'avant on est stressé, on y pense? Oui, je pense que c'est comme tout. Hein. On essaie de réfléchir à tout, mais sur le moment, tout ça s'évanouit et on n'a pas le choix, on doit tout donner, on doit tout livrer dans la bataille. Ok. Mais le fait de savoir qu'on va tout livrer, ça calme. Parce qu'on sait que de toute manière, jamais on pourra se dire qu'on aurait pu faire mieux en fait, puisqu'on a tout donné. Ok, super inspirant comme fin. Merci beaucoup. Merci.